et même populiste. D'ailleurs, les vraies solutions ayant été esquivées. Pour Jean-Michel Nietzsche, député du Social-démocratique Front d'Ouvrier-Est, San Mélima, parle donc à Paul Biya. Et puis Chandaton dénonce d'ailleurs les destructions des biens et même des menaces sur la sécurité des personnes ouvertement et impunément aux yeux et au su, au vu donc des autorités. Donc ce que le journal propose ce matin. Et on parle également de Dieudonné Soma qui accuse l'État du Cameroun pour tout ce qui s'est passé à San Mélima également. Dossier à lire de la page 6 à la page 7. Le journal parle également de conflits de compétences. Le ciel est plein de nuages entre la communauté urbaine de Douala et la commune d'arrondissement de Douala 5e qui se dispute d'ailleurs le TVP, l'occupation temporaire de la voie publique. Donc une situation qui fait des victimes à Bonamoussadi à Douala où des commerçants ne savent plus à quel sens se vouer. C'est en page 2 du journal disponible en kiosque ce matin. Le journal parle également de peine de mort, un mouvement abolitionniste donc créé alors à l'issue d'une conférence nationale organisée vendredi à Douala. Une coalition camerounaise contre la peine de mort a vu le jour. C'est ce qu'on peut découvrir en page 3 de la nouvelle expression disponible en kiosque ce matin et donc à lire donc dans le journal. Le Messager pour sa part parle de face donc à la montée des violences. Les États-Unis appellent à un dialogue sans condition. Pardon. Dans un communiqué, les Américains invitent d'ailleurs toutes les parties au conflit à entamer un dialogue ouvert et sincère. C'est ce qu'on découvre également en page 3 du journal ce matin. Le journal parle aussi de San Mélima. Comment Motazé a désamorcé la bombe. En page 4, le journal parle également du grand dialogue. Ces propositions des écologistes également à lire en page 12. Et puis les noms dits même d'un tête-à-tête Macron-Biya entre manœuvre et négociation. Le chemin escapé vers le retour à la paix. C'est en page 4 du quotidien Le Messager disponible en kiosque ce matin. Le quotidien Le Jour qui est disponible en kiosque parle donc de l'insécurité. Les Bamoun quittent d'ailleurs San Mélima, c'est ce que le journal propose. Le journal fait savoir que des départs ont été enregistrés ce week-end pour d'autres localités. Qu'est-ce qui n'a pas marché véritablement? Je vous invite à lire le dossier dans le journal qui parle également de préfectoral. Un large mouvement attendu en 2020. Toutes des informations à découvrir dans le quotidien Le Jour. Le journal L'Essentiel parle donc de sida, tuberculose, paludisme, franc CFA, l'invité surprise de Lyon. C'est ce que le journal propose. Tout cela à découvrir dans le dossier proposé par le numéro disponible en kiosque. Il y a également d'autres informations parlant aussi du prix Nobel et aussi de San Mélima avec notamment le vivre ensemble à rude épreuve dans cette partie du pays. C'est dans le journal Essentiel. Mutation parle donc de San Mélima également. Signe des temps, c'est ce que le journal propose et avec également le recensement, le bilan qui est fait à la suite de tout ce qui s'est déroulé il y a quelques jours seulement dans cette partie de la région de l'Est, du Sud, pardon. Donc avec les populations qui se déplacent également à la suite des violences et même de l'insécurité qui prend davantage de l'ampleur et tout cela dans le dossier proposé par ce matin. Et puis intégration s'intéresse au Cameroun et la France. Prêche d'enfer sur une relation incestueuse. C'est le journal qui le dit et la suite est à découvrir dans le numéro et dans les reportages qui ont été faits. Et on parle également de la zone franc après Paris, Washington, s'en mêle à la suite du dossier proposé par le journal. Info Matin parle également de l'après des émeutes, paix et sécurité de retour donc à San Mélima lors de la réunion présidée vendredi dernier par le gouverneur Félix Ngele-Ngele. Le ministre d'État Jacques Famendongo s'est appuyé sur la logique du chef de l'État et également c'est particulièrement illustré donc par un discours d'apaisement qui a amené les jeunes à se calmer à la suite notamment de ce qu'on a pu enregistrer également dans cette partie du pays. D'autres informations sont aussi à lire dans le journal disponible en kiosque ce matin. C'est notamment Info Matin. Et puis l'œil du Sahel parle également de l'extrême nord avec des milliers de personnes sans abri désormais à Zina, à Kaikai et aussi à Maga à cause notamment des inondations. Tout cela dans le journal. Le journal parle également de Meganga, où on a enregistré le BI qui aurait donc aux trousses de 12 ravisseurs qui auraient donc commis des gaffes dans cette partie du pays aussi à découvrir dans le dossier proposé par le journal. D'autres informations sur le plan sécuritaire à lire dans le journal du Sahel ce matin. Repère parle donc du séjour présidentiel, la gifle de Lyon à la basse. Donc c'est ce que le journal propose. Également d'autres informations à découvrir dans le journal disponible en kiosque aussi. Également donc le soir hebdomadaire qui parle du grand
dialogue national guerre froide entre le Premier ministre et certains ressortissants du Nord-Ouest, à lire dans le dossier proposé par le journal. Le journal parle également trop c'est trop avec des militants de base de l'UPC qui sortent donc de leur réserve. C'est dans le dossier proposé par le numéro également ce matin. Et puis le quotidien de l'économie parle d'échanges commerciaux, des voies pour moderniser la logistique africaine. C'est le dossier proposé ce matin par le journal. Le journal a d'autres informations. Cameroun Tribune parle du séjour de Paul Biya à Lyon. Succès total, c'est ce que le journal propose dans le dossier. Également à lire ce jour aussi à travers la presse. Le journal La Nouvelle, pour terminer, parle de manip et réunion nocturne, les dessous même des émeutes de Saint-Mélima, à lire dans le journal, dans le dossier proposé ce matin, de la page 4 à la page 5. Et on parle aussi de la libération de Maurice Kamto, le RDPC, dos au mur désormais, dossier à lire de la page 2 à la page 3. D'autres informations également ce matin dans les tabloïds. Voilà ce que la presse nous propose, ce que nous avons reçu à notre rédaction. Thierry Niapé, bonjour et bienvenue. Bonjour Flavien Dongo, je dis également bonjour à Benna Batana que je retrouve avec beaucoup de plaisir ce matin. Je n'oublie pas les millions de téléspectateurs de Kenox TV, notamment de la revue des Grandes Unes, qui nous suivent notamment à travers les réseaux sociaux où il y a beaucoup de feedback. C'est très intéressant de savoir quand même qu'on est suivi, ce qui nous pousse à nous lever tous les matins pour décrypter avec ferveur l'actualité. Très bien, merci. Bernard Batana, bonjour et bienvenue. Bonjour Flavien Dongo, bonjour Thierry Niopé. Good morning Mouyuka, good morning Banso. Thanks God, today is another day. Je vais ouvrir, si vous permettez, aujourd'hui pour dire que cela fait exactement 15 jours qu'une jeune fille, fonctionnaire de l'administration pénitentiaire, a été décapitée et le corps profané. C'était à la veille des travaux du Grand Dialogue National. Depuis lors, aucune réaction de la part des pouvoirs publics, aucune réaction de la part des organisations de défense des droits de l'homme, aucune réaction de la part des partis politiques. Est-ce à dire que définitivement, on a domestiqué l'horreur dans ce pays? Où en est-on? Est-ce qu'une enquête a été ouverte sur ce crime horrible qui est à la limite de la déshumanisation? C'est la question que je me pose ce matin. C'est une question ouverte de toute façon. Vous voulez dire quelque chose à propos? Oui, juste pour vous souligner qu'une enquête a été effectivement ouverte et que la communauté nationale s'est longuement indignée sur le cas de cette dame. On aurait même compris si ça avait été un homme, même comme on ne comprend pas de pareilles exactions, parce qu'en réalité, en période de crise de guerre, on protège toujours les femmes et les enfants. Mais le gouvernement a lancé des initiatives et je crois que la traque de ces personnes se poursuit vivement, effectivement, que les résultats soient connus et rendus de manière officielle. Et c'est à la suite de tout ça que les États-Unis appellent justement un dialogue sans condition et également qu'il y ait une rencontre entre les pouvoirs publics et les sécessionnistes. Le Messager le révèle d'ailleurs ce matin. Nous commençons par ce sujet. Face à la montée des violences, justement, dans le Messager, vous avez parcouru l'article ce matin, Thierry Niopé. Donc, dans un communiqué, les Américains invitent toutes les parties au conflit, justement, à entamer un dialogue ouvert et sincère. Oui, on l'a appelé avant même la convocation du dialogue national. Je crois que cette tribune a suffisamment ergoté là-dessus, avant même que le chef d'État prenne la parole le 10 septembre dernier pour convoquer ce grand dialogue national. Nous en avons parlé. Il est davantage question de permettre à toutes les parties prenantes, parce que c'est l'ensemble de toutes ces frustrations qui se retrouvent même du côté de Saint-Mélima, et on a comme l'impression que cela va s'exaspérer si on continue à prêcher par un discours de sourds. Il est davantage question que les uns et les autres s'asseyent. Le grand dialogue national a ouvert déjà cette voie-là. Les sécessionnistes ont été convoqués. Certains ont déposé les armes. Vous avez vu les images en Mondovision. D'ailleurs, il y a des initiatives dans cette voie qui continue. On a appris qu'il y a d'autres personnes qui ont déposé des armes et qui ont rallié le camp, je crois, de la Commission nationale pour le désarmement et la réinsertion, qui est pilotée par M. Fayengo Francis. On espère justement que beaucoup sortiront des bois pour, pourquoi pas, amener le Cameroun
à régler définitivement ce problème. Il faut pacifier cette zone-là. Le dialogue a été initié, peut-être les États-Unis le savent, parce que la communauté internationale avait été conviée à ces assises-là. Beaucoup a été fait. Maintenant, il faut aller à quel niveau, à quel degré les États-Unis souhaiteraient que l'on aille. Fallait-il libérer Sisiko Ayub Tabé et les autres qui avaient été arrêtés du côté du Nigeria, comme une certaine opinion l'avait suggéré? Est-ce qu'un État négocie avec des gens qui veulent nécessairement séparer, bipartitionner le pays? La balle est lancée, mais toujours est-il que des initiatives ont été prises là-dessus, le dialogue a été ouvert, les gens se sont assis, ces gens qui avaient nécessairement des choses à dire, on le croit, parce que au regard de tout ce qui est fait sur le terrain, ils demandent que le Cameroun, ils demandent la naissance d'un autre État au Cameroun, l'Ambazonie. Je crois qu'ils ont été conviés à ce grand dialogue, ils ne sont pas venus. Qu'est-ce que l'État aurait pu faire encore? Libérer Sisiko Ayub Tabé, le convier aux travaux, ou non, il y a quand même des degrés où on ne peut pas aller. Je crois que aux autres également de faire ce qu'il y a lieu de faire. Le gouvernement a essayé, que les autres également restent dans cette logique. D'accord. Alors, Bernard Matana, l'article du quotidien Le Messager ce matin intervient justement à la suite de ce qui s'est passé, que vous avez évoqué, de cette dame qui a été décapitée, les États-Unis qui appellent donc à un dialogue sans condition. Il est simplement question aujourd'hui de voir, puisque ceux qui se sont présentés pendant le dialogue n'étaient pas... sont ceux-là qui sont sortis des bois pour dire « Ok, nous demandons pardon pour tout ce qui s'est passé ». Mais il y a quelques-uns qui sont restés, et avant même la fin du dialogue, il y a eu cet acte qui a été perpétré. C'est dit qu'il y a encore des frustrés. Il y a encore des frustrés. Il faut dire que le communiqué, la sortie des États-Unis vient comme contre le cours de l'histoire. On sort d'un dialogue, un grand dialogue national, qui avait pour menu essentiel la résolution du problème anglophone, principalement la résolution du problème anglophone. Le dialogue n'a pas encore fini de donner sa note, de faire implémenter ses résultats, que les États-Unis sortent pour dire non, il faut un dialogue sans condition de toutes les parties prenantes dans le conflit du Nord-Ouest. Vous savez, c'est difficile de décrypter un message diplomatique, mais il me semble que c'est clairement défini par les États-Unis. Il y a deux parties prenantes et il faut un dialogue sans condition, c'est-à-dire que toutes les parties prenantes se mettent sur la table pour trouver une solution. Est-ce à dire que les résolutions du dialogue, il ne nous revient pas ici de juger de la pertinence ou non des résolutions du grand dialogue national. Nous ne pouvons pas insulter toutes ces intelligences qui se sont... Encore que la priorité, en tout cas, de ce grand dialogue était la résolution de la crise anglophone. Qui se sont assises là-bas. On ne peut pas mépriser toutes ces intelligences, mais toujours est-il que du communiqué de l'ambassadeur des États-Unis, il en ressort que pour avoir la paix, il faut négocier principalement avec ceux qui sont contre la paix, avec ceux qui sont les acteurs de la crise. Mais qui sont-ils? Ceux qui sont les acteurs de la crise anglophone. Il faut discuter avec eux pour que définitivement, puisque après la tenue du grand dialogue national, l'escalade de la violence continue dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. C'est comme si le dialogue n'a pas apporté une solution. Donc la sortie des États-Unis, bon, à mon avis, est peut-être opportune pour dire que maintenant, il y a eu un dialogue, il faut implémenter les résolutions. Sinon, voilà l'escalade qui continue et il faut que les gens s'asseyent concrètement pour parler effectivement du problème du Nord-Ouest et du Sud. Alors, c'est la une de la grande une du quotidien Le Messager ce matin. Vous aurez l'occasion de lire également le traitement qui a été réservé à ce sujet en page 3. Vous voulez dire quelque chose? Non, pas du tout. Alors, en fait, juste pour souligner que il est clair que tout le monde s'est indigné de l'assassinat odieux de Madame Ayafor Florence, mais les États-Unis sont en train, une fois de plus, en réalité, je n'aime pas dire, parce que sur le plan diplomatique, ce n'est pas toujours de bon augure, mais ils sont en train de souffler carrément sur des braises, en demandant au gouvernement camerounais de discuter avec des gens qui ont refusé de faire
de participer au dialogue. Comment peut-on discuter avec quelqu'un qui ne veut pas venir à la table de discussion? Tout le monde sait que des invitations ont été envoyées à Marc Barretta et aux autres. Le gouvernement a pris des engagements de manière officielle. Le chef du gouvernement l'a dit, le président de la République même l'a annoncé, que les personnes invitées à ces travaux ne seront pas inquiétées. Ils ont même voulu se faire représenter. Le porte-parole l'a dit également. Voilà, donc on ne comprend pas pourquoi maintenant les États-Unis veulent une fois de plus souffler sur des braises. Vivement que les résultats, les conclusions, vous avez certainement lu les conclusions ou le rapport général de ces travaux qui ont d'ailleurs été salués par plus de la moitié, plus de 3/4 des personnes qui ont assisté à ces travaux, parce qu'il n'y a pas eu de son discordant. Même le cardinal Christian Toumé, qui était à la tête de la conférence générale anglophone, n'a pas, et d'ailleurs il était même à la tête d'une commission, n'a pas remis en cause les résolutions qui ont été prises. Elles ont été lues en salle. Maintenant, pourquoi vouloir revenir là-dessus, vu que les tenants et les aboutissants ont refusé de participer à cette grande messe-là? Fallait-il, comme je l'ai posé tout à l'heure, libérer nécessairement Sissi Kwayouk, Tabé et compagnie pour que le dialogue ait véritablement un sens? Aucun pays au monde n'a accepté de jouer à ce jeu-là. Je ne pense pas que le Cameroun l'acceptera d'aussitôt. Très bien. Alors, donc, le messager qui le dit en page 3, vous aurez l'occasion de lire l'article ce matin. Alors, un autre sujet qui fait le tour de la presse, il s'agit notamment de ce que propose la nouvelle expression parlant de 100 millimètres vers une radicalisation des frustrations sur le grand titre ce matin et avec des réactions que je vous invite à lire. Et tout comme le quotidien Le Messager qui parle de 100 millimètres, comment lui, Paul Motazé, a désamorcé la bombe. Mais le quotidien Le Jour parle de l'insécurité, des Bamoun quittent 100 millimètres. À la suite de tout ça, il y a Mutation qui parle de 100 millimètres également. Signe des temps, c'est ce que le journal dit. Et aussi le quotidien Info Matin qui dit après les émeutes, paix et sérénité, donc de retour à 100 millimètres. Un peu des titres différents pour qualifier justement ce qui s'est déroulé dans la région du Sud. C'est vrai quand même que nous avons été surpris avec ce qui s'est passé du côté de 100 millimètres. On se serait attendu à tout sauf à cette sortie. Heureusement, aujourd'hui, je l'ai toujours dit, nous vivons dans une société de l'open data où l'information va à une vitesse éclair. Parfois même, les journalistes sont pris à contre-courant parce que, en réalité, quand les émeutes ont été déclarées, il suffit juste, il a fallu de 2 captures d'écran, de 2 appareils photo, de téléphone, et l'information s'est retrouvée dans le monde entier. Et on a vu la barbarie avec laquelle ces autochtones, comme on les appelle ainsi, du côté de 100 millimètres, se sont attaqués aux boutiques de ceux qui, malheureusement ou heureusement pour ceux-là, mais malheureusement pour ceux qui ont été victimes de ces exactions, ces boutiques ont été saccagées. Le troupeau, pour certains éleveurs, a été, vous avez vu les images, tailladé. Vraiment, c'était assez horrible comme image. C'était des scènes de guerre. Même l'armée, on a eu comme l'impression que l'armée a été quelque peu prise de court et n'a même pas voulu intervenir. On a vu des vidéos dans lesquelles on a des hommes en tenue disent ne saccagez pas, ne cassez pas. Si vous le faites, on va réagir. Mais aucune réaction n'a été, de manière officielle, n'a été vue à ce niveau par cela. Les saccages ont continué jusqu'à ce que les élites de cette région du pays se lèvent pour demander à leurs petits frères, à leurs enfants de se calmer. Et aujourd'hui, on dit que la paix est revenue de ce côté. Aux dernières informations, le calme est revenu. On met cela à l'actif de quelques pontes du régime. Mais je crois quand même que la situation de 100 millimètres, comme au-delà de ce que disait l'honorable Jean-Michel Nitieux, interpelle pas seulement le président Biya, mais interpelle la masse gouvernante. Parce qu'il faudrait que l'on comprenne que quand vous écoutez les récriminations, ils disent que ils n'ont pas d'emploi, parfois leurs enfants sont victimes de viols, de tueries, parfois de trafic de sous-marins humains. Et tout ça, on sait que c'est un ensemble de griefs qu'on avance juste au-dessus pour essayer d'habiller ce qui s'est passé. Mais tout le monde sait qu'effectivement, aujourd'hui, si on continue, les relents intercommunautaires, les guerres tribales vont davantage naître, vont même s'exaspérer, simplement parce que le gouvernement n'a pas répondu de manière efficiente, de manière efficace. Par exemple, au chômage, n'a pas répondu de manière efficace à la lutte contre le sous-emploi. Il faut apporter des solutions
à cette jeunesse qui est à la recherche justement de solutions idoines. Et ces élites qui, pour l'essentiel, se retrouvent dans cette partie du pays, n'aident pas toujours la jeunesse camerounaise, surtout la jeunesse de leur pays. Qu'est-ce que lui, Paul Moutazi, à sa qualité d'élite de la zone, à sa qualité de ministre de l'économie, fait pour ces jeunes, pour les encadrer au quotidien? Quelles sont les infrastructures qui ont été créées par cette élite? Je m'amusais encore à écouter un voice qui a été fait sur WhatsApp et qui est en train de faire le tour du monde, où on énumère les biens d'Atanganakuna et de Jean-William Solo. C'est faramineux, ça donne du tournis, ça fait mal. Toute cette masse d'argent gardée entre les mains de quelques personnes, à quoi ça sert? Pourquoi ces gens ne prennent pas cet argent pour réinjecter au sein du corps social pour créer des emplois? Tant qu'il y aura ce gap entre les plus riches et les plus pauvres, je doute fort que ces crises intercommunautaires s'arrêtent. Bien au contraire, j'ai comme l'impression que cela va d'ailleurs s'exacérer, parce que rappelez-vous de l'école normale supérieure de Garoua, où l'élite du Grand Nord avait dit priorité d'abord aux enfants de cette communauté et le reste après. L'État malheureusement a cédé. Est-ce qu'on devrait céder quand on parle d'une nation, quand on parle d'un État unitaire? Non. Malheureusement, ces crises, si on s'amuse, vont s'exaspérer vivement, qu'on apporte des solutions. Bena Batana, vous avez également parcouru le dossier que propose la nouvelle expression et avec des réactions. Jean-Michel Nutier qui dit par exemple que Sambili Mapal à Paul Biya, il y a ça. Il y a également Dieudonné Essomba qui accuse l'État carrément de ce qui arrive. Ouais. Il faut dire que dans ce pays, tout ce qui concerne l'ethnie, les replis identitaires soulèvent des passions. Et quand on commente, il faut se mettre en posture, comme on dit dans les rédactions, en posture éditoriale. Ce qui s'est passé à Saint-Mélima n'est qu'un cas d'école de ce qui pourrait se passer à Bertois, de ce qui pourrait se passer à Bafoussam, de ce qui pourrait se passer à Gawa, au sein des jeunes. C'est la manifestation effective du mal-vivre des jeunes, de leur oisiveté. Il ne s'agit pas ici de stigmatiser. Ce ne sont pas les Bamoun, ce ne sont pas les Boulou, ce ne sont pas les Bamileke, ce sont des jeunes de Saint-Mélima qui expriment leur ras-le-bol face au mal-vivre, face à l'oisiveté, face au chômage. C'est de cela qu'il est question. Et à ce moment, je rejoins le professeur Dieudonné Essomba, qui dit que la centralisation outrance de l'État ne permet pas au pouvoir public de contrôler les communautés. Il faut décentraliser. Il faut aller vers les communautés pour mieux les contrôler. C'est de cela qu'il est question. Il ne s'agit pas d'une ethnie. Il ne s'agit pas des jeunes Bamoun. Le problème, c'est au niveau même de l'organisation et de la gestion de la jeunesse. Parce que c'est un cas d'école qui peut être vrai partout. Moi, je pense que face à cela, l'État régalien doit se mirer, doit regarder ce problème de Saint-Mélima comme étant le problème de toutes les localités du Cameroun. Alors, les élites sont descendues, rencontrées les jeunes. Face à la démission, on a envoyé des élites qui, effectivement, pour la plupart sont des hommes politiques, qui se servent de ces jeunes-là pour leur ascension personnelle. Les jeunes de Saint-Mélima l'ont dit, qu'ils sont abandonnés à eux-mêmes par ces élites qui interviennent lorsqu'il y a un problème comme ça, un problème ponctuel, pour s'exhiber, pour assurer leur ascension personnelle. Il ne s'agit pas ici de descendre pour défendre la cause des jeunes, mais plutôt pour défendre leur cause personnelle. Ils ne descendent là que lors des campagnes électorales pour dire que c'est moi je vous donne tel et tel. Et après, on connaît des élites ici qui ont promis des emplois aux jeunes. Une fois élu, il oublie qu'il a promis. Moi, je pense que c'est un problème général. Il ne s'agit pas d'un problème d'une ethnie particulière ou bien des jeunes d'un coin particulier. Il s'agit d'un problème général que l'État, et à ce moment-là,
l'État est interpellé au plus haut point. Alors, c'est ce qui est fait d'ailleurs par Dieudonné Somba, qui accuse l'État de ne pas pouvoir prendre des dispositions pour éviter des cas du genre. Et en même temps, avec cette réaction de Jean-Michel Nitieux, qui dit ce que semblement parle donc à M. Biya, c'est à lire dans le dossier proposé par le journal ce matin. Et aussi, on va maintenant vers la radicalisation même des frustrations à travers les discours des uns des autres, qui ont carrément esquivé les vraies raisons pour lesquels ces jeunes sont sortis, à côté de ce qui a été posé comme acte. Donc on peut découvrir tout cela dans le journal. On va également dire un mot, il y a les non-dits d'une rencontre d'un tête-à-tête entre Macron et Paul Biya. C'est le Messager qui titre ainsi. Donc entre manœuvre et négociation, le chemin escarpé même vers le retour à la paix. En réalité, c'est un titre commenté. Personne, même le journaliste de la Nouvelle Expression, n'était pas là quand ce tête-à-tête. Le Messager. En fait, du Messager n'était là. On a le roster là. Tout le monde sait pourquoi le chef de l'État était du côté de Lyon. On sait exactement l'agent qui a été débloqué par le Cameroun pour accompagner la lutte contre la tuberculose et le VIH-Sida. On sait exactement ce qui a été dit. Maintenant, il est clair qu'une rencontre comme celle-là, une rencontre au sommet qui a d'ailleurs été longuement annoncée, ne peut avoir que des relents de diplomatie, de politique. Est-ce que le président Macron a une fois de plus apporté l'onction de la France au président Biya pour continuer à gérer les affaires du Cameroun, parce qu'on ne le dira jamais assez, la France est la mère patrie de nombreux pays, notamment du Cameroun. Est-ce que le chef de l'État allait pour parler des conclusions du grand dialogue national, pour démontrer effectivement que quelque chose a été fait aussi sur le plan local, parce que qu'on le veuille ou pas, la France quand même a voix au chapitre, même quand il s'agit de la gestion des dossiers Cameroun, même aux Nations Unies. Je vous rappelle qu'ils ont également le droit de veto, donc ils peuvent d'une manière ou d'une autre soutenir le Cameroun dans la résolution des problèmes sur le plan local. Est-ce qu'ils ont parlé de tous ces aspects-là? Est-ce qu'ils ont parlé du nouveau gouvernement, comme l'annoncent certaines personnes au sein du corps social? On n'en sait pas grand-chose. Espérons simplement que c'est une rencontre qui a permis aux deux pays de renfermer leurs liens d'amitié et de coopération. Je vous rappelle que la France accompagne le Cameroun dans plusieurs autres domaines. Au-delà du domaine militaire, il faudrait espérer que c'est à cela qu'a servi justement cette rencontre, même comme d'aucuns ont estimé que les deux ont également parlé d'une éventuelle porte de sortie au président Biya. Quel est le délai, quel est le timing? On n'en sait pas grand-chose. Pour moi, ce sont des titres commentés. On se serait attendu quand même à une déclaration officielle à l'issue de cette rencontre pour parler exactement des non-dits de ce tête-à-tête. Alors, donc, les non-dits d'un tête-à-tête, Macron-Biya, c'est ce que le journal Le Messager dit, mais l'essentiel, le journal Essentiel parle du sida, tuberculose et paludisme. À côté de tout ça, les trois pathologies, il y a le franc CFA qui était l'invité surprise même des Lions. Oui, il faut dire que ça, c'était pas un voyage officiel, c'était une invitation. Donc on ne pouvait pas s'attendre qu'il y ait un communiqué final de leur rencontre. Là, c'était à l'occasion de la 6e conférence de la reconstruction des fonds contre le sida, la tuberculose et le paludisme. C'est de cela qu'il était question. Voilà l'objet de la visite du chef de l'État. Mais bon, maintenant, les deux chefs d'État se sont rencontrés de manière informelle. Ils se sont rencontrés, pas de manière officielle, parce que dans le programme, cette rencontre n'était pas prévue. Bon, maintenant, ils ont parlé. C'est la France et le Cameroun. C'est-à-dire que la mère partie, comme a dit Thierry, et son ancienne colonie, qui garde encore des relations étroites de coopération. Bon, maintenant, il y a des non-dits par rapport à cela. Parce que généralement, quand les deux chefs d'État, français et camerounais, se rencontrent, il y a toujours, ça soulève des passions, il y a des non-dits, on spécule là-dessus. Mais en réalité, ils ont parlé, comme le chef d'État lui-même a dit à l'interview qu'il a accordée, ils ont parlé du paludisme, ils ont parlé du dialogue national qui vient de s'achever et autres. Donc les non-dits, on ne les connaît pas, on ne peut pas ergoter sur ce qu'on ne sait pas. Je ne sais pas lire dans la boule de cristal.
Mais la presse, le messager dit la voix, en tout cas, parle des noms de cet tête-à-tête. Mais Cameroun Tribune, qui parle de ce même séjour de Paul Biya à Lyon, dit c'était un succès total. Il ne fallait pas s'attendre à autre chose. Il est clair que le gouvernement camerounais, tout le monde sait qu'on avait parlé de l'insolvabilité du Cameroun au niveau de la lutte contre ces maladies qui déciment des populations au quotidien. Et vous savez d'ailleurs qu'il y a des traitements qui sont gratuits, notamment la tuberculose. Pour que ces traitements soient gratuits, il y a la tuberculose, je crois, le VIH, les antirétroviraux qui sont distribués aux malades gratuitement. Pour que ces traitements soient disponibles, il faudrait que le Cameroun paye un montant. Et le Cameroun était insolvable à ce niveau. Je crois que cet argent a été payé à l'issue de cette rencontre-là. 3 milliards de francs. C'est une sortie assez honorable et intéressante qui mérite effectivement que l'on s'y penche. Donc, si c'est par rapport à cela, c'est un succès total. Si c'est par rapport au fait que le chef de l'État est parti et est revenu sans coup férir, c'est un succès total. Même comme tout le monde sait que Cameroun Tribune ne pouvait pas mettre en exergue les manifestations de la brigade anti-Sadina. Mais toujours est-il que ce n'était pas un séjour de tout repos, parce que Cameroun Tribune aura beau ne pas le dire, aujourd'hui, avec la société dans laquelle nous évoluons, tout est ouvert, parce que si vous lisez même, je crois, le Progrès, c'est un journal lyonnais, qui est revenu là-dessus. Effectivement, ils ont dit que la brigade anti-Sadina n'a pas pu atteindre le chef de l'État, mais ils ont quand même pu passer leur message. C'était le but de leur manifestation du côté de Lyon, faire passer un message. Est-ce que ce message a été pris en compte par le chef de l'État ou par la communauté internationale? À chacun fait son commentaire, mais toujours est-il qu'il est clair que le Cameroun est sorti de cette rencontre tête haute. L'argent a été payé pour nous, c'est le plus important. Il y a d'ailleurs un sommet Afrique-Russie où le Cameroun prendra part, notamment le chef de l'État, parce qu'il a reçu une invitation, je crois, c'est dans quelques jours. Peut-être à partir de là, on parlera des aspects économiques de la coopération bilatérale entre le Cameroun et économique et sécuritaire en même temps. Alors, vous dites un mot sur le titre de Cameroun Tribune? Oui, il faut dire que c'était une visite citoyenne. Citoyenne parce que on a plaidé pour le petit peuple, pour les tuberculeux, pour les paludéens et pour les sidéens. Je pense que, pris dans ce sens-là, il faut saluer cette action du président de la République. Il a pensé au petit peuple. Il a pensé à ceux qui n'ont pas toujours la voix au chapitre. Il a pensé aux malades. Mais je crois qu'il faut saluer ça. D'accord. Alors, donc, c'était un véritable succès total. C'est ce que le journal dit d'ailleurs ce matin, le journal Cameroun Tribune. Alors, nous allons sortir de cette émission, mais il y a un sujet qui taraude les esprits aussi, et traité par la nouvelle expression, parlant de conflit de compétences. C'est le plein de nuages en ce moment entre la communauté urbaine de Douala et la commune d'arrondissement de Douala 5e, qui se dispute d'ailleurs le TVP, l'occupation temporaire de la voie publique. J'ai comme l'impression, Fabien Ndongo, que vous faites tout pour nous ramener au dialogue national. Parce que cela fait partie de ces conclusions-là. On a beau dire que l'État devrait donner, en fait, souhaite, sont les conclusions du rapport, souhaite que le 10 à 15% du budget national soit reversé aux collectivités territoriales décentralisées. Parce qu'en réalité, l'OTVP, qui est l'occupation temporaire de la voie publique, est une taxe parmi les 32 qu'une municipalité est censée recouvrer pour la gestion locale et participative de ces populations. Maintenant, la communauté urbaine qui est plafonnée par le délégué du gouvernement nommé par le président, par le chef de l'État, veut également avoir même mise à ce niveau pour, pourquoi pas, reverser cela au sein des collectivités territoriales, parce qu'il y a ce qu'ils avaient appelé la plateforme entre la communauté urbaine et les mairies qui apparemment semble ne plus véritablement fonctionner. Et du coup, chaque maire joue des coudes pour grappiller ce qu'il peut bien grappiller. Je vous rappelle que le conflit entre la CUD et la commune de Douala 5e n'est pas récent. Avant la mairie de Douala 5e, il y a eu la mairie de Douala 2e. Il y a eu la mairie de Douala 1er. La mairie de Douala 2e, c'était par rapport au marché. La mairie de Douala 1er, c'était toujours par rapport à la taxe d'occupation temporaire et notamment les frais de parking. Est-ce que ces conflits vont continuer à s'exaspérer? L'une des solutions de l'honorable Jean-Michel Nithieu l'a dit, Bernard est revenu là-dessus, Dr Osumba l'a redit, c'est le fédéralisme qui permettrait aux régions de s'auto-prendre en charge. D'aucuns pensent que c'est la décentralisation poussée.
attendons les conclusions, parce que jusqu'à preuve de contraire, c'est au président de la République, c'est au chef de l'État de prendre la décision. S'il prend la décision pour le fédéralisme, je crois qu'il y aura un texte qui sera envoyé à l'Assemblée nationale pour permettre aux députés de réfléchir là-dessus. Mais je continue à croire que ce n'est pas dans l'agenda du gouvernement en place. Il s'agira pour eux de rester un État unitaire et décentralisé. D'accord. Alors, la guerre qu'on a vécue entre Douala Ier et la communauté urbaine, et René du côté de Douala 5e. Moi, je pense que il y a des textes qui régissent la communauté urbaine. Il y a des textes qui régissent les communes. Maintenant, l'occupation temporaire de la voie publique relève de quel traitement fiscal, de quel traitement économique. Est-ce que comment vous appelez encore, les impôts dus à l'occupation temporaire de la voie publique doivent être reversés à la communauté ou bien à la commune d'arrondissement? Il faut bien que les textes soient clairs et appliqués. Moi, je pense que c'est des conflits inutiles. C'est des conflits inutiles parce que les gens, effectivement, ne veulent pas appliquer les textes. Il faut voir les textes. Ça veut dire qu'il y a un qui abuse l'autre. Oui, oui, il faut faire parler la têtutesse des textes. C'est simple, c'est aussi simple que cela, M. Ndongo. Et voilà. Donc, les lecteurs vont lire ce que le journal a proposé comme traitement à ce sujet. Et également, on sait bien ce qu'il y a à faire pour ce qui est de la communauté urbaine et même de la commune d'arrondissement. Merci à vous, chers messieurs. Bon retour à vos différentes rédactions. C'était la première édition de la semaine. Demain, nous serons encore des vôtres lorsqu'il sera 9h20. Bonne journée à tous.